Vous souhaitez bien jouer votre faction favorite pour le jeu Star Wars Légion, alors cette vidéo est faite pour vous. Salut les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais t'accompagner d'un spécialiste bien sûr de cette faction, donc qui a pas mal de tournois bien sûr dans les pattes et qui va vraiment vous aiguiller dans la méta actuelle avec cette faction. Donc on va vous apporter des conseils dans cette vidéo pour créer votre liste, pour savoir comment bien la jouer et bien sûr comment se préparer pour un événement. Typiquement voilà, on prépare le CF qui approche en septembre, donc on va essayer au maximum de vous donner tous les conseils possibles pour bien sûr se préparer à jouer votre faction favorite dans les meilleures conditions et optimisation. Allez, c'est parti. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Hobby Figurine. Je suis en compagnie de Safsouf. Comment tu vas? Salut Flo, bah écoute, salut tout le monde, ça va très bien cette journée, tout va bien. Bon bah super. Alors on va te présenter rapidement. Bon, ton Safsouf, ancien champion de France de Star Wars Légion il y a 2 ans. Ton âge, ta région, et puis de combien de temps tu joues à Star Wars Légion et tes factions de cœur? Bah écoute, voilà, comme t'as dit, moi c'est Safsouf, maintenant j'ai 40 ans, Ouais. je suis en Île-de-France, donc région de Paris, hein, pas très loin de Paris. Effectivement, comme tu l'as dit, bah, champion de France 2022 pour le coup, enfin 2021. Ouais. J'ai participé donc ouais, à 3 championnats de France, j'avais fini troisième en 2019 et troisième au dernier championnat de France 2022 pour le coup. J'ai commencé Star Wars Légion, bah écoute, dès la sortie en 2018. J'ai acheté la boîte vraiment à la sortie. Donc on peut dire maintenant on arrive sur 6 ans, enfin 5 ans hein, plutôt de Star Wars Légion, 5 ans plein. Donc voilà, un joueur de la première heure et un joueur voilà, assidu de Star Wars Légion. J'aime bien faire pas mal de tournois. Effectivement, que ce soit en physique, bon là, vu les circonstances ces derniers temps avec l'arrivée d'un nouveau-né, c'était un petit peu plus compliqué d'être présent sur la scène physique, mais j'essaye d'être toujours présent sur la scène, en tout cas TTS, et je me prépare voilà, pour le prochain CF. Ouais, donc tu y seras. Ton objectif, c'est peut-être de reprendre la première place ou tu vises un petit peu en dessous, un petit peu en disant ouais, le top 8 ça serait pas mal. Bah écoute, bien évidemment, hein, l'idée c'est d'essayer de reprendre le trône, hein, on va essayer maintenant, on verra comment ça se passe, on verra le temps de préparation, et puis là en plus ces derniers temps on a eu pas mal de changements sur le jeu, qui est vraiment très cool pour la vie du jeu. Donc on verra comment j'aurai le temps de me préparer pendant le mois d'août où j'aurai mes vacances et je vais me faire de petites sessions de préparation. Bon bah écoute, c'est cool. Euh, donc tu joues essentiellement Empire ou tu testes un petit peu aussi les autres factions, genre Rebelle, Alors CSI, Collectif? ouais, pour la petite histoire, moi j'ai commencé le jeu, hein, vraiment au tout début en jouant Rebelle. Ah oui, Et en fait, juste avant mon tout premier tournoi en 2019, j'ai basculé Empire. Et depuis, je n'ai joué, enfin, en tout cas en physique, uniquement Empire, depuis toujours. Après, j'ai eu une période où j'ai joué la CSI sur TTS, à l'époque où l'Empire était un petit peu au fond du trou. Parce qu'on a vécu une période d'un an et demi comme ça avec l'Empire. Il y a un moment qui était très compliqué. Donc je me suis permis à ce moment-là de basculer en CSI. Après, non, j'ai rarement, par à-coup, de temps en temps, testé un peu les clones. Mais sinon, non, jamais collectif. Euh, et, euh, et voilà, et la CSI, bon, c'était ma deuxième armée, on va dire, mais globalement, les rebelles, voilà, j'y suis jamais revenu non plus. Donc non, vraiment joueur en période pure et dure, maintenant, globalement, encore depuis la dernière mise à jour, tu sais, avec Dark Vador qui est revenu un petit peu jouable, maintenant ça va faire 2 ans, je pense, un peu plus de 2 ans. J'ai vraiment repris la faction Empire dans les mains et j'ai pu lâcher. d'accord, ça marche. Alors pour ceux qui se posaient la question aussi, Saf, vous l'aviez déjà vu sur le Sarlac chez notre ami Pierrot. Donc voilà, j'avais oublié de préciser ça Exactement. en début, mais vous pouvez le retrouver aussi sur la chaîne de Pierre. Il faisait pas mal de petites vidéos avec ses acolytes et puis Toto et Pierrot sur, David, ouais. ouais, sur la méta. Là aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet, plus dans une thématique comme les précédentes avec les autres factions comme vous avez vu dans
les différentes possibilités de trouver des clés pour jouer cette faction. Alors normalement ça devrait pas être trop difficile parce que voilà, actuellement enfin c'était le cas il y a quelques semaines, mais on va voir ça aujourd'hui. Voilà, cette faction Empire est vraiment très bonne. Donc on va rentrer vraiment dans les détails, dans le vif du sujet avec tout ce qui est fort, tout ce qui est un petit peu moins fort, comment on peut optimiser une partie, etc. Et puis en deuxième partie, on verra les conseils pour préparer le CF. Donc on va commencer par le vif du sujet. Alors, Ouais. Saf, pour toi, quel est le style de jeu de cette faction Empire? Est-ce que pour toi c'est une faction qui est offensive, défensive, mixte, donc c'est-à-dire un petit peu couteau suisse, basée sur la gunline, basée sur euh, de l'agressif, hein. Est-ce que pour toi il y a un style de jeu ou pas du tout pour cette faction? Alors, si je dirais qu'il y a un style de jeu globalement, de par les unités qu'on va dire fortes dans la faction, c'est quand même une armée globalement, hein, même si effectivement à Star Wars Legion, on a toujours la possibilité de développer des listes en fonction de son style de jeu dans toutes les factions. Mais il y a quand même des traits quand même assez inhérents à l'Empire qui est plutôt quand même globalement basé sur la gunline. Les meilleures listes pour l'instant en Empire ont souvent été des listes gunline. Parce que voilà, parce que les Shore, parce que les Stormtroopers, parce qu'aussi en termes d'agressivité, on peut développer ça quasi uniquement avec les Dewback finalement, qui était la seule unité qui pouvait un petit peu aller au contact avec les gardes rouges, mais bon, ça reste assez onéreux de faire des listes vraiment qui tournent que sur ça. Et du coup, on se retrouve, si jamais ça passe pas dans une difficulté assez importante, surtout que pour optimiser un petit peu les dewbacks, bah, surtout avec Vador, hein, Dark Vador, qui apporte grâce à ses cartes de commandement et la menace qu'il fait peser avec les dewbacks, ça peut permettre d'être assez agressif sur des objectifs. Mais globalement, j'ai envie de dire, dans l'ADN de l'Empire, on est beaucoup plus sur de la gunline. Donc effectivement, jouer plutôt à la clone, j'ai envie de dire, c'est-à-dire Mm. avec une bonne boule Empire. Mais alors après, là où il y a un petit peu, enfin là où je trouve que c'est super intéressant dans l'Empire, c'est qu'on a quand même pas mal de diversité justement au niveau des unités. Les Death Troopers, maintenant on a les Dark Troopers qui sont arrivés, qui sont très très forts. On a bien évidemment la Shoreline hein, qu'on connaît, Shore Mortier. Les Stormtroopers, donc qui sont aussi avec des équipements assez variables qui peuvent permettre d'avoir encore une fois des listes de tirs intéressantes. Puis on a toujours les snipers derrière. Enfin, on a quand même, et puis même au niveau des persos, comme Boba Fett, comme maintenant le nouveau IG qui permet d'avoir des longues portées. Donc c'est quand même une armée qui a, à travers ses mots-clés critical, à travers sa possibilité d'avoir beaucoup de P4, portée 4 et même portée 5, bah, de commencer à attaquer l'adversaire, de l'attritionner gentiment, tout en restant sur des positions pour ensuite essayer de prendre les objectifs au fur et à mesure de la partie. D'accord. Ok. Ouais, donc finalement, c'est assez intéressant d'avoir ce recul, car moi je l'imaginais plutôt couteau suisse, c'est-à-dire qu'elle peut très bien avoir différents styles réunis. Mais Mhm. pas autant gunline, tu vois. Je le savais qu'elle pouvait en faire, mais je pensais plutôt à un côté plutôt agressif, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup bah, le Vador, les Dewbacks, enfin, c'était assez agressif. C'est vrai que malgré quand même qu'il y a quelques déblancs pour l'attaque pour les Stormtroopers, grâce aux armes lourdes, on peut quand même relever le niveau. Stabilisé. Ouais, ouais, donc ok, ça marche, c'est cool. Après, je vais rajouter un point sur ça. Pourquoi je dis ça aussi? C'est parce qu'en fait, c'est la faction avec les clones qui génère le plus, tu sais, de pions visés. Tu peux Hmm. vraiment avoir, à travers les combos de Vir, des officiers, parfois certaines cartes de commandement de certains personnages. C'est quand même une armée qui est beaucoup axée sur les relances. D'avoir des visées accessibles, par exemple les Shards, dès qu'ils ont un ordre, ils ont une visée. C'est pour ça que si tu veux, je parle de l'ADN Ouais. qui est quand même beaucoup plus gunline. Après, bien évidemment, comme on a vu par exemple avec la Blizzard Force il y a quelques semaines, on avait une liste d'armées extrêmement forte sur le moment, qui elle jouait différemment, puisqu'on jouait plus avec quatre motos. L'idée c'était d'aller sur des objectifs, soit de jouer agressif, soit de jouer des objectifs type bonding run ou percée, qui faisait qu'effectivement tu dois aller chez l'adversaire. Mais c'est quand même encore une fois des objectifs timés avec un timing à faire, à poser. Donc voilà, et encore une fois, tu avais quand même deux unités de Stormtrooper très fortes à AP4. Donc tu vois, il y a toujours cette idée Ouais, d'avoir quand même une gunline que tu peux ensuite diversifier parce que même la liste par exemple que j'avais joué au CF avec de Dewback Vador qui pouvait se montrer agressive mais au final tu avais quand même trois storms derrière des snipers tu gérais toujours cette histoire de portée de distance d'essayer de gagner en tout cas
le combat de tir. Et ensuite, tu peux mettre des petites touches comme ça pour essayer de gagner sur un objectif. Bon, Vador sur otage, on sait par exemple que c'est très fort. Et de temps en temps, avec Vador du bac, tu pouvais aussi aller impacter à un moment donné dans la partie de manière agressive. Mais je veux dire, moi, j'essaie de te faire un truc un peu plus Ouais. général sur l'armée globalement. Et en fait, j'ai l'impression, après, c'est mon vécu, mon expérience, mais je pense que ça reste quand même un ADN Gunline. Après, on pourra toujours développer, comme je disais, dans le jeu, parce que maintenant, tu as la latte, t'as les Dark Troopers qui peuvent frapper avec Moff Gideon, par exemple, tu peux les envoyer très agressifs. Mais globalement, moi, j'ai toujours pensé que c'était une armée comme ça. Après, je suis aussi un joueur défensif de base, je suis pas très, très agressif dans les parties. Donc, voilà pourquoi je m'y retrouve en Empire. D'accord, ça marche. Justement, tu as parlé un petit peu de compétitif. Pour toi, alors, c'était le cas, bon, je pense que c'est pas un secret pour tout le monde, mais cette armée était très compétitive. Mais depuis là, quelques semaines, est-ce que ça l'est toujours ou c'est plus délicat? Bah écoute, moi j'ai envie, si tu veux, de reprendre un peu l'histoire de l'Empire depuis le début du jeu. Ouais, Au tout début du jeu, quand il y avait que deux factions, quand tu avais que l'Empire et les rebelles, l'Empire était costaud, ils ouais. étaient là. Après, on a connu une période des rebelles grâce à l'arrivée des Tauntaun qui leur a permis de gagner beaucoup de gros tournois. Donc les rebelles sont repassés devant, si tu veux. Ensuite, on a eu l'arrivée de la CSI, des clones, qui très rapidement ont proposé autre chose. Donc l'Empire, c'est un petit peu là que le début du déclin impérial, si tu veux, s'est posé. La montée des clones qui sont devenus une armée pendant un an et demi quasiment injouable tellement ils étaient forts. Et l'Empire était passé en dessous de tout, même en dessous des rebelles et de la CSI à une certaine époque. Donc si tu veux, on a eu notre pain noir pendant longtemps. Euh, et en fait, effectivement, depuis qu'on a eu les nouvelles règles de Vador, avec le burst of speed, certains upgrades qui ont permis de remettre sur le devant de la scène Vador, par exemple, hein, tout simplement. Parce qu'en fait, si tu veux, en Empire, pendant beaucoup d'années, Vador était pas jouable, puisqu'il était quand même dans la boîte de base, hein. Mais c'était un personnage qui valait 200 points, qui était très très lent, qui avait pas trop d'impact sur les listes. L'Empereur, c'était pareil, c'était des personnages qui étaient trop loin, qui arrivaient peut-être au T5, T6, à meuler un peu. Mais du coup, c'était des persos que tu n'avais pas envie de prendre parce que tu passais vraiment 4-5 tours à rien faire avec eux et ils coûtaient extrêmement cher. Donc les listes étaient très compliquées à l'époque. Il y a eu pas mal de mises à jour de points, des mises à jour de règles qui ont fait évoluer les choses. Mais c'est vrai que voilà, à une certaine époque. Maintenant, effectivement, depuis les nouvelles mises à jour de règles de Vador, l'Empire est redevenu très fort. Et puis, bien évidemment, avec la Bizarre Force qui est arrivée donc l'année dernière, l'été dernier, on a eu un, bon, alors avec toutes les listes un peu comme ça de Battle Force, comme le collectif qui est arrivé en parallèle aussi, une nouvelle méta, un nouveau style de jeu. Et effectivement, la Blizzard Force a proposé quelque chose qui était très compliqué puisque c'était une liste qui te permettait d'avoir un build très agressif, donc d'assurer le joueur bleu et donc tes objectifs, tes scénarios, et avec une liste qui était quand même avec une grosse puissance de feu. Donc on a vu, elle a trusté quand même beaucoup de podiums, en tout cas sur la scène internationale. Et pour répondre à ta question, effectivement là, ils l'ont complètement cassé. Parce qu'ils ont fait une remise à jour des points, ils ont augmenté les Stormtroopers, ils ont empêché Vador Agent dans cette liste qui était un petit peu aussi un pilier de cette liste Blizzard Force, qui permettait de répondre à pas mal de scénarios. Et du coup, aujourd'hui, la Blizzard Force, alors elle n'est pas injouable, parce qu'il y en a encore qui tournent avec le Vador commandant, mais si tu veux, on perd en activation ou on perd en bid. Donc si tu veux, ils ont fait en sorte que tu ne puisses plus avoir, parce qu'en fait, vraiment, la Blizzard Force était forte par ses scénarios, au-delà de la puissance de feu. Donc quand tu l'affrontais, t'étais dans le mal si t'avais pas toi une liste qui pouvait répondre à ces scénarios, ce qui est quand même assez peu le cas en règle générale. Donc aujourd'hui, je pense que la Blizzard Force est tombée, je dirais pas totalement, mais a pris quand même un peu de plomb dans l'aile. Et à côté de ça, on a les Dark Troopers, qui était une liste quand même complètement, enfin en tout cas des unités qui est très 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 forte et très compliquée à affronter surtout, qui aujourd'hui a pris aussi des points dans la gueule. Donc qui seront toujours présents, mais moins over fort comme ça pouvait l'être il y a quelques semaines. Donc non, l'Empire reste quand même une faction aujourd'hui très stable, très forte, et surtout, c'est aujourd'hui une des factions qui offre le plus de diversité d'unités proposées, tu vois, de style de liste en fait forte que tu peux proposer. D'accord, ok. Ouais, donc après l'Empire a pris un petit coup, mais bon, on attend encore un petit peu le recul, encore quelques mois pour voir si, euh, si les joueurs vont pouvoir se le relever. Je pense que quand même c'est un peu moins violent que ça n'a été avec la République. Je pense que les nerfs qu'avait eu la République, ça leur a fait beaucoup de mal.
Ouais, Donc je pense pas que l'Empire aura autant de difficultés à relever le niveau qu'avait eu mm, la République, mais encore une fois, c'est encore tout frais, donc il faut un petit peu de recul c'est ça, pour voir la chose. Ok. c'est ça. Pour quel style de joueur s'adresse cette faction? Enfin, quel type de joueur? Est-ce que justement tu parlais que tu étais un joueur défensif, mais est-ce que ça marche pour aussi un joueur offensif? Est-ce que ça marche pour un joueur qui aime justement se focaliser uniquement sur les objectifs et tant pis s'il subit? Est-ce que il faut avoir un tempérament particulier pour jouer cette faction-là ou pas du tout? Je pense que c'est une faction qui est quand même abordable assez facilement. Tu vois, je dirais pas que c'est aussi compliqué que de jouer les rebelles, par Ouais. exemple, parce que les rebelles demandent vraiment un timing très précis. C'est une armée qui va pas durer dans le temps, qui va devoir vite jouer les objectifs et piquer là où ça fait mal. C'est vraiment une armée assez difficile à prendre en main. La CSI, bon, on sait que c'est une armée assez simple à jouer, mais qui va dépendre de ces personnages, de ces pièces maîtresses qui, elles, vont demander par contre beaucoup de technicité pour savoir quand les envoyer et quels dégâts faire avec. L'Empire, c'est une liste, voilà, enfin, c'est une armée tout du moins qui, au démarrage, ne demande pas grande expertise. Donc, elle s'adresse quand même pour moi à beaucoup de joueurs. Après, effectivement, en fonction des listes que tu vas jouer, tu peux effectivement avoir un joueur agressif qui va s'éclater avec Vader du bac, à essayer de rentrer dans la gueule de l'adversaire. Tu vas pouvoir, pour un joueur beaucoup plus défensif et prudent, développer une belle gunline. T'aimes bien aussi les petits tricks avec les personnages, les bounties. Donc non, je pense que c'est vraiment une faction qui s'adresse pour moi à la plus grande partie des joueurs qui ont envie de rentrer, qui ont envie de rentrer dans le jeu. Avec encore une fois une ADN un peu particulière, mais enfin en tout cas poser gunline, mais tu peux vraiment développer plein de styles de jeu. Donc j'ai envie de te dire en Empire, ouais, tu t'aimes bien ceux qui aiment l'attrition, ceux qui aiment l'agressivité, jouer les objectifs aussi, donc tu pourras le faire parce que tu as des personnages intéressants pour ça, comme Vador, comme Boba, qui peuvent être des personnages cool pour jouer les objectifs. Donc non, pour moi, il y a pas, je vois pas de restriction particulière en termes de profil de joueur pour jouer l'Empire. Là où ça va être un peu plus compliqué sur un joueur rebelle qui va soit devoir jouer très agressif, soit jouer voire trop prudemment pour essayer de gagner. Un joueur CSI qui va être plus en mode rouleau compresseur. Ça avance, mais ça avance indéniablement sur le champ de bataille. Et puis les clones qui vont demander voilà, une petite synergie à mettre en place. Donc ils demandent un petit peu de skill au début, de bien comprendre, de bien rester paqué, de bien faire les fire support, tout ce genre de choses qui demandent un petit peu de quand même de training avant de performer vraiment avec. D'accord. Ok. Bon, ça va, ça rassure beaucoup de personnes. Il n'y a pas forcément de grande qualité, contrairement à d'autres factions comme les rebelles, ça je m'en doutais aussi. Ouais, Forcément, c'est difficile hein, de jouer rebelle si t'as pas le tempérament qui est adapté pour. Ça peut vite passer à la rouste si tu fais des erreurs tactiques. Je pense que c'est moins punitif avec l'Empire si t'as un mauvais placement à un moment donné que si c'est la faction rebelle. Mais bon, après. Ça n'empêche mm, quand même qu'il faut quand même être focus sur son armée, éviter les erreurs, c'est quand même mieux. Mais ça punit c'est un peu ça. moins avec l'Empire. C'est Euh, juste les dés rouges qui font la différence ouais, en c'est fait, si vrai. tu veux. Voilà, Ouais, c'est un petit peu carrément. ça quoi. Carrément. Quelles sont les factions les plus dures à jouer quand on joue Empire? Est-ce que tu souffres plus quand tu affrontes le collectif de l'ombre face à des rebelles, face à de la CSI ou de la République? Est-ce que tu as des factions qui vont être plus compliquées à gérer ou pas du tout? Alors oui, moi personnellement, clairement, la faction que j'ai le plus de mal à affronter, ou en tout cas celle qui me met le plus en difficulté, c'est les clones. Tout Ouais, simplement parce qu'ils font tout mieux que l'Empire. En général, ils sont plus costauds en défense. Ils ont des tirs, alors certes, ils sont moins nombreux parce que c'est une armée d'élite, mais ils sont capables de te faire des dégâts assez importants. Ils ont entre les surges disponibles un peu partout, et surtout quand tu mets Anakin avec les dodges, etc. C'est une armée qui est quand même face à l'Empire compliquée à gérer parce qu'on a une force de frappe, surtout à P3, qui devient beaucoup plus forte que celle de l'Empire. On est aussi sur des armées rouges des deux côtés. Enfin, tu vois, il y a ce côté-là où tu as un peu ton miroir, mais en plus performant sur certaines choses. Des très bons Jedi entre Yoda, Anakin, même Obi-Wan qui reprend un petit peu, même si c'est pas encore ça, mais qui reprend un petit peu du poil de la bête avec les nouvelles règles.
la mise à jour de points. Donc si tu veux, tu as un petit peu tous les, tous les, tous les facteurs clés que tu peux retrouver chez l'Empire qui peuvent être chez les clones poussés un peu plus costauds. Donc par contre, on a des parades effectivement avec les snipers perforants, avec certains persos qui peuvent infliger pas mal de dégâts aux clones. Mais ça reste la faction pour moi la moins facile à manœuvrer quand je les affronte. En deuxième position, je pense qu'effectivement le collectif Full Pike qu'on a connu à une époque peut être problématique parce qu'on peut avoir tendance à rebondir dessus avec la flopée de dodge qu'ils ont, etc. Et que eux aussi ont une belle puissance de feu avec un maul qui est intéressant dans le collectif, qui est très fort. Donc je pense qu'après le collectif peut être aussi une faction pénible à affronter. Mais après, encore une fois, ça va aussi dépendre de ton cœur, parce que moi, je joue beaucoup avec les Shors, par exemple, qui offrent une grosse puissance de feu, qui sont capables, tu vois, par exemple, contre la CSI, de gérer du B1, qui est souvent une problématique, en fait, quand tu affrontes la CSI, c'est d'arriver à nettoyer un petit peu les B1, parce qu'on sait pas trop sur quoi tirer, est-ce qu'on se focus sur les pièces maîtresses, ou est-ce qu'on essaye quand même de déblayer de la troupe. Aucun choix n'est vraiment le meilleur, ça dépend vraiment de comment se déroule la partie, mais il faut avoir les moyens de nettoyer du B1, et souvent on a tendance à se dire ça fait chier de tirer dedans, mais il faut le faire à un moment donné, parce que sinon on se fait submerger. Après, les rebelles, bah, encore une fois, c'est une armée qui, pour moi, a beaucoup de mal contre l'Empire, parce qu'on a une grosse puissance de feu que eux n'ont pas. Alors, eux, ils ont beaucoup de perforants, tu vois, ils ont beaucoup de manières de te faire du dégât, mais pas avec des poules de dés suffisamment importants. C'est des listes qui jouent beaucoup sur leurs personnages. Euh, alors, même si en Empire, on a moins de personnages puissants comme eux, bien sûr, je m'entre parenthèses Vador et Boba, hein, mais je veux dire qu'eux peuvent te générer les Cassian, les K2, qui peuvent te mettre maintenant avec Ahsoka qui est arrivée, t'as Sabine, t'as beaucoup de persos qui sont super intéressants et super forts en rebelles. Mais voilà, derrière, le cœur d'armée des rebelles tient pas la route parce que les escouades de rebelles, pas assez costauds et volent assez vite. Même les vétérans qui peuvent être une unité intéressante, bah, en conflit direct contre des chars, ça tient pas la route pareil. Donc c'est vrai que les rebelles, moi je me sens plutôt à l'aise quand je les affronte. Et puis après, bah tu vois, on a dit CSI, clone, ouais, après Empire, bon bah ça. Ouais, après. Voilà. Ok. Ouais, donc en bas du panier, tu mettrais les rebelles et puis en haut les listes Empire ou les listes Clone, République. ouais, clone. Ouais, Ouais, c'est ça. ok. Les erreurs à éviter quand on joue Empire hors carte de deck de bataille, donc sans le choix justement de carte de bataille, quelles sont les erreurs à éviter alors, par exemple, on parlait tout à l'heure des rebelles, le fait d'avoir un mauvais positionnement peut être très très délicat justement par rapport à des listes gunline qui, face à du déblanc en défense, bah, c'est du pain béni. Est-ce qu'il y a peut-être la lenteur de certains personnages? Est-ce que est-ce qu'il y a des erreurs évidentes voilà, que tu pourrais, en donnant des conseils, à éviter pour un joueur quand on joue Empire? Je dirais globalement les listes impériales. Alors, tu vois, comme j'expliquais tout à l'heure, tu as aussi certaines listes hein, comme Aiden avec les infiltrations d'Inferno ou c'est les unités d'élite qui vont avec Aiden. Tu peux jouer Dewback, donc tu as certaines listes aussi de projection un petit peu sur la table qui peuvent être intéressantes en Empire. Mais globalement, c'est une armée qui aime bien avoir son général pas trop loin. Ouais. C'est pour ça que je disais que ça se rapporte un petit peu à la boule clone, parce que on a quand même possibilité, on a beaucoup d'unités à morale 1, donc on a une possibilité de commencer à s'ouvrir de la suppression, ce qui n'est pas le cas avec Vador Commandant, c'est pour ça que moi je le joue beaucoup pour m'éviter ce problème-là. Mais c'est vrai que tu as, globalement, c'est une liste qui va... Enfin, je pense que tu vois, ça va dépendre des factions que tu rencontres, mais de rentrer trop vite dans la portée 3, par exemple, si tu affrontes des clones, tu risques de le payer cher. Hmm. Ça, c'est le genre d'erreur, quand tu affrontes une gunline plus puissante que toi, il faut essayer de les travailler à P4, P5 avant d'affronter, enfin, de rentrer à l'affrontement P3. Tu vas avoir, voilà, c'est plus des erreurs, à mon avis, déjà d'essayer d'avoir un cœur d'armée avec ton commandant qui puisse être là pour gérer le moral et éventuellement comme les virs sous les officiers distribuer les visées. Donc essayer de bien avoir les bonnes distances tout autour ou quand tu joues des gardes rouges pour protéger tes unités, de faire bien attention à ce que tout le monde soit à portée 1. Donc c'est vraiment plus des questions de positionnement qui peuvent te poser des problèmes si tu le fais mal parce que tu vas pas pouvoir faire la cascade d'or des shorts sur le mortier. Enfin, c'est plus des petits trucs comme ça, euh, des erreurs dans ce sens-là. Et puis comme c'est une armée qui n'a pas la maîtrise des activations que peut avoir la CSI, que les rebelles, elle a le même problème que les rebelles en un petit peu moins quand même, parce qu'on a pas mal de cartes pour gérer. Mais ça dépend des personnages que tu joues, donc tu as aussi ce côté où il va essayer de trouver, comme avec un improvise order, des petites solutions pour gérer tes ordres, pour essayer de tirer la bonne unité au bon moment. Donc tu as aussi le Hmm. choix des ordres que tu donnes qui peut être importante dans la liste.
pour pouvoir tirer les bonnes unités au bon moment. Donc je pense que c'est plus le positionnement Mm. et la gestion de tes ordres qui sont des choses importantes, enfin des erreurs en tout cas, qui peuvent te conduire à te retrouver en difficulté sur certains moments de la partie. Après, des vraies erreurs, c'est peut-être quand tu joues une gunline, bah comme je disais tout à l'heure, de pas trop t'exposer, d'avancer trop vite, de prendre trop la contre-attaque en face, d'essayer vraiment de profiter des forces que t'offre ta liste, c'est-à-dire la longue portée. Mm. Quand tu vas jouer sur des Vador du back, bah, l'idée c'est de partir au bon moment, le timing. Partir trop tôt, bah, tu risques de te faire avoir. Charger, laisser le mec en face sortir du corps à corps et te retrouver avec un Dewback au milieu de la pampa que tu perds directement, bah, c'est pas intéressant. Donc il y a des timings importants à essayer de gérer. Ça va être les erreurs voilà, principales que tu peux avoir, D'accord. Ok. à mon sens. Hein. Oui, non, après, c'est sûr. C'est, encore une fois, c'est aussi une question de vécu. C'est pour ça aussi que t'interviens, parce que je pense que t'as assez de vécu pour cette faction. Et t'en as vu des erreurs, t'en as commis aussi. Ouais, Donc, c'est ça, ça permet aussi de partager avec la communauté. avec Euh, plaisir. les meilleurs commandants pour toi de cette faction. Alors, moi, je sais que j'aime beaucoup le Général Wirth pour la distribution de pions. C'était Mm. vraiment très intéressant quand tu le jouais avec le TRTT. Un petit pion, c'était pas mal pour ce dernier. Bon, Vador, est-ce que tu es plutôt de la team commandant ou la team agent donc, il y a aussi des personnages qui m'ont pas mal surpris quand je les ai joués en tant que commandant. C'est l'empereur Palpatine, mais une partie ne fait pas l'autre, donc des fois c'est un peu décevant. Mm. Bon, t'as toujours les génériques qui sont intéressants pour apporter des points sur autres unités que tu veux blinder. Voilà. Quels sont pour toi les meilleurs commandants du jeu, tout simplement? Ouais, je dirais, moi, tu m'as posé la question, je suis largement Team Vadar Commandant, même s'il n'est pas D'accord. beaucoup joué, moi, c'est vraiment mon personnage, parce qu'il apporte une bulle d'infini courage, du commandement, donc Ouais. voilà. Après, faut accepter, par contre, que t'es ce personnage-là qui va pas beaucoup jouer dans la partie lui-même directement, il sortira que T4, T5, T6. Mais voilà, pour moi, c'est un commandant qui est très solide. Bon, il prend beaucoup de points, donc effectivement, la liste autour, faut bien la construire parce que il faut essayer de réfléchir à ce que tu veux. Est-ce que tu veux du corps à corps? Est-ce que tu veux du tir avec? Enfin, la construction autour est un peu plus compliquée. Après, pour les gunlines, bah oui, tu t'as tout dit. Vir, est un Mm. très très bon perso pour ça, parce que justement, encore une fois, en gunline, tu lui mets le petit électrobinoculaire et il te balance 3 visées par tour. Donc autant te dire que voilà, que ce soit pour tes snipers, tes shorts, enfin, ou tes storms, il te gave, ou comme tu dis, tes RTT à côté. Donc Vir, c'est un très bon buff. En plus, il a des bonnes cartes de commandement, enfin typiquement la pipe 3 qui permet de recover, donc de gérer aussi la suppression, de recover certaines armes grâce à sa pipe 3. La pipe 1, il a un petit bombardement intéressant en début de partie ou fin de partie en fonction. Donc Vir, c'est un très bon personnage, un très bon commandant. L'officier générique, comme tu l'as très bien dit, en plus, il t'ouvre les portes des listes double bounty parce que parfois, voilà, tu as juste besoin d'un petit commandant pour bon, donner une visée ou deux en fonction. Mais surtout, c'est parce qu'il te faut le slot de commandant et qui te permet après d'ouvrir sur des personnages, donc des listes double bounty, comme on disait, pour gérer ça, t'ouvrir d'autres options de liste. Après, en commandant, t'as Moff Gideon aujourd'hui qui vient Ouais. d'arriver, euh, qui fonctionne bien donc avec les Dark, avec la nouvelle Battle Force, là, la Remnant, là, la Battle Force avec les Dark Troopers. Donc lui, il combat bien avec les Dark Troopers, mais je trouve qu'il est un peu limité pour l'instant, parce que même s'il a une pipe 3 très intéressante des Fire Support, au-delà de ça, dans le reste de la partie, il est quand même, il fait pas grand-chose. Là où Invirse va distribuer des visées, Mm. lui va être beaucoup là en essayant d'être un gardien de but qui peut être intéressant, mais bon, voilà, je trouve qu'il a pas encore pris la pleine mesure de son rôle, enfin, en termes de commandant. Les meilleurs commandants, après, bah, tu vois, Krennic, par exemple, qui était un très très bon commandant il y a 3 ans de ça, 4 ans de ça. Mm. Aujourd'hui, bah, il a perdu, parce qu'avant, il marchait beaucoup avec une shoreline. Aujourd'hui, ses cartes de commandement sont intéressantes, mais un petit peu vieillottes, donc je pense qu'il a Mm. perdu le lead sur ça. Il reste aussi un peu fragile, et pareil, portée 2, il fait pas grand-chose dans la partie. Même si là, il a un petit effet compel et tout qui peut être intéressant, mais une petite surcharge de suppression, ça peut être problématique. Et après, tu as Aiden Versio, qui pour moi est un très très bon commandant. Parce que grâce à sa portée infinie en sniper, grâce à la possibilité d'être un sniper ou non, grâce éventuellement à la possibilité de s'infiltrer si derrière tu as un autre commandant, parce que la règle a changé, maintenant il faut un autre commandant pour qu'elle s'infiltre. Mais avec l'Inferno Squad, elle combat très très fort. Donc rien qu'Aiden, Inferno Squad, c'est déjà un bon mix. Donc moi j'aime beaucoup Aiden.
Ouais. Voilà, je dirais pour moi, tu vois, en fonction du style de jeu, Tavir, si tu as vraiment une pure gunline, Vador, qui est un très bon personnage pour globalement soutenir ton armée et sortir et gérer certains scénarios comme otage, etc. Et puis tu as une Aiden que tu peux très bien comboter avec un Boba, avec un autre chasseur de primes, voire un autre commandant. Et récemment, on a Calus, Oui. euh, qui a une baisse de points, qui t'ouvre un petit peu le côté avec la contingence, donc de pouvoir jouer sur tes cartes de commandement. Et Calus, aujourd'hui, moi je l'avais déjà joué à l'époque avec Double Bounty, ça me permettait vraiment d'avoir un panel de cartes de commandement à jouer pour toutes les situations possibles. Là, il a baissé en points, donc à voir, je l'ai joué récemment, dans une partie là en Yavin Base que j'ai gagné avec lui. J'ai trouvé que c'était quand même intéressant avec Boba. Donc je pense que voilà, moi j'ai toujours aimé Calus, même s'il est pas aussi fort que les autres, je dirais. Mais il peut t'apporter des petits tricks si tu combines les personnages. Ouais. Bon, ça va, ils s'en sortent pas trop mal. Il y a quand même, dans la globalité, il y a Ouais, quand même des bons commandants chez l'Empire. c'est ça. Les meilleures unités, du coup, maintenant, on passe. Alors, bon, il y en a pas mal, hein. Les Dubak, à une période, c'était assez fort, joué par deux. Ouais. Il y en a une multitude. Qu'est-ce qu'on pourrait dire qu'est-ce que je pourrais voir bon, bah, les Short Troopers qui sont pas mal, même si je trouve que c'est Mm. dommage, c'est l'adrénaline, il manque un truc, ça peut être un petit peu problématique si on est un peu poissard au niveau des dés. Ah bah ça, ouais. Ouais, ouais, il y a ça, les motos moi Mm. j'aime beaucoup les motos, les jouer par trois escouades de deux, c'est assez fort pour prendre Ouais, sur un côté. Bon, même si pour les scénarios c'est pas toujours au top, mais pour faire mal, ouais, pour faire des bonnes percées, moi je sais que face à des rebelles ça marchait du tonnerre. ouais, Donc il y a c'est quand vrai. même pas mal d'unités, mais quelles sont pour toi, toi l'expert, on va dire, les meilleures unités de la faction Empire? Bah, si on part sur on va essayer de faire, tu sais, comme là on a fait les Mhm. commandants, en termes de troupes, pour moi, il n'y a pas photo. Moi, je trouve que les chars sont l'unité la plus costaud en termes de Mhm. troupes, tout simplement. Pourquoi? Parce que ils te permettent d'avoir une des meilleures armes lourdes du jeu, quand même, avec 2 dés noirs, 2 dés blancs, portée 4, critical 1. La T21B qui est pour moi une des meilleures armes lourdes du jeu. Le pool de dés quand même à portée 3 fait mal. C'est une unité, dès que tu lui donnes un ordre, elle a un pion visé. Donc si tu veux, c'est une unité qui envoie quand même en termes de tir 6 dés noirs, 2 dés blancs, critical 1. Ça commence à causer. Souvent abreuvé de visée, bah, tu vois, comme on disait, si tu as un Virse derrière, en plus qui leur redonne des visées par-ci par-là. Et en plus, c'est une unité, quand tu la prends, qui t'ouvre l'option de prendre Le un mortier. mortier à Mhm. côté. Et le mortier est loin d'être dégueulasse parce qu'en plus, quand tu actives la Mhm. Shore, elle active le mortier. Le mortier peut te faire parfois quelques petits fire support intéressants sur un tir de sniper, par exemple, sur un tir de boss, sur un tir de, voilà, d'une autre unité. Et qui plus est, c'est suppressif, ça tire à portée 4 aussi, ça t'envoie 3 dés noirs, 3 dés blancs, pardon, avec critical. Donc, tu vois, juste ce spot-là entre les Shore et le mortier, si tu Mhm. spams un petit peu ça par 2 ou par 3, tu commences tout de suite à avoir une grosse puissance de feu. Là où les Storms, alors voilà, les Shorts par contre ont demandé quand même d'avoir des cartes de commandement qui vont permettre de les activer, parce que sinon Mhm. tu perds cette visée gratuite, et c'est un petit peu l'intérêt de jouer les Shorts, même si de base ils ont quand même un pool de dés intéressant. Mais les dés noirs aiment la visée. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir des cartes de commandement ou des persos qui vont les buffer. Là où les Storms, eux, vont être plus une unité qui aura pas forcément besoin de ça, même s'ils ont précis un que Mhm. t'aimes bien leur donner des visées, parce que de toute façon, globalement, comme on disait dans l'Empire, t'as toujours des petites sources de visées. Mais par exemple, quand tu joues un Vador ou un personnage qui est égoïste en carte de commandement, qui va pas en donner beaucoup autour de lui, dans ce cas-là, effectivement, les Storms sont intéressants parce qu'eux n'ont pas besoin spécialement de cartes d'ordre sur eux pour générer un petit trick en plus. Mhm. Mais les Storms restent, tu vois, une unité à travers leurs armes lourdes. Ça reste du dé rouge, c'est solide. Ça balance des petits shoots intéressants avec la T21 basique avec 4 dés blancs, critical 2. Tu peux même avoir une DLT avec 2 dés rouges à Mhm. P4. Tu vois, tu as accès à des armes lourdes qui sont cool. Le lance-missile aujourd'hui, vu qu'il y a une méta un petit peu sur les véhicules, tu as quand même 3 dés noirs, impact 3, donc ça envoie du pâté à portée 4 aussi. Donc les Storms sont super cool là-dessus. Les Snow, on les a beaucoup vus d'ailleurs dans la Blizzard Force parce que c'était la troupe de base, reste cool avec le Ion. Tu vois, encore une fois, dans la méta, aujourd'hui, les Snow, par leur mot-clé steady qui leur permet de bouger, bouger, tirer, donc ils ont toujours un move et un tir gratuit derrière. Donc ça leur permet, même s'ils bougent que de 1, au final, ça avance quand même relativement vite puisqu'ils Mhm. bougent 2 fois, ils tirent. Ils ont des armes cool, donc le lance-flamme, bien sûr, hein, qui peut faire des dégâts. Surtout là, je vois les Ewoks arriver.
On peut dire que les Snowflammers, on va en voir quelques-uns. Donc, les ions qui sont cool aussi pour casser la tête au CSI ou aux listes avec des véhicules ou même aux Dark Troopers. Donc, en termes d'unité de base, tu vois, finalement, on a quand même un bon spot d'unité de base en Empire qui reste assez solide, même si je mets encore les chars devant. Après, si on passe sur les élites, globalement, bah, tu as les Death Troopers, donc, qui sont Ouais. sortis il y a un moment, justement avec Krennic, qui sont une unité pour moi la plus polyvalente et qui était la plus puissante du jeu. Mais il y a un problème, c'est ils sont trop sensibles aux perforants. Là où toutes les unités d'élite dans les autres armées ont le mot-clé Impervious qui leur permet, tu sais, de jeter un dé Mm. supplémentaire quand il y a du perforant pour essayer de sauvegarder, eux non, ils prennent cher là-dessus. Donc en fait, ils sont chers et ils sont quand même assez sensibles aux perforants, qui est un mot-clé quand même assez récurrent dans le jeu, par le létal, par le perfo. Donc dommage, c'est une unité que moi j'adore, mais qui est en très compétitif, compliqué à jouer. Mm. Tu vas retrouver les gardes rouges, que je trouve une unité hyper intéressante, juste pour opposer de la résilience à l'adversaire, puisqu'ils sont capables de faire gardien sur toute l'armée. Donc tu vas avoir entre 6 et 8 PV en dés rouges qui vont faire gardien pour tout le monde. Donc c'est très frustrant pour l'adversaire quand il commence à te faire des dégâts et que tu dis non, non, bouge pas, je prends sur les gardes rouges, je prends sur les gardes rouges, qui en plus peuvent être une unité de contre-attaque ou de contre-close en fin de partie. Mhm. Donc les gardes rouges, je trouve que c'est une très très bonne unité d'élite. Après, on a les fameux scouts, donc sniper, donc les petites Ouais. escouades de sniper. Bon bah ça, en Empire, on sait depuis longtemps. Je pense que c'est une unité qui est très forte, même si avec les nouvelles règles aujourd'hui, ils ont pris cher, donc ils demandent vraiment de faire très attention au positionnement, parce que tu sais, avant, tu avais une figurine visible, l'autre cachée. Quand tu tuais celle qui Mm. était visible, elle prenait la place de celle cachée. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc si tu tues une figurine, t'enlèves celle qui est cachée, donc l'autre reste visible. Donc si tu veux, ils peuvent tomber beaucoup plus rapidement qu'avant. Mm. Euh, Après, avec encore une fois quelques visées sur eux, les snipers deviennent très très intéressants. Donc ça, c'est pour l'élite. En véhicule lourd, bah, comme tu l'avais dit, bah, il y a le TRTT. D'ailleurs, la Blizzard Force TRTT, tu peux faire des trucs sympas. Le TRTT reste quand même une très bonne unité, hein. Après, elle Mm. demande aussi, encore une fois, un peu comme Vador, de build autour. Tu vas retrouver la latte. Alors la latte, tu avais un moment Vador agent dans une latte qui te permet de te projeter très rapidement sur la Mm. table. Euh, c'est un style de jeu aussi d'avoir une unité qui va pouvoir flanquer avec la latte en véhicule lourd, mais bon, globalement, je pense que c'est ça en bonne unité. Et puis après, bah, au niveau des agents, bah là, par contre, tu te régales, hein. T'as du Boba, t'as du IG, t'as du Boss, t'as vraiment de très bons agents et en plus chasseurs de primes en Empire. Donc voilà, pour moi un petit peu les unités qui sont sur le haut du panier, surtout que Boba, là, le nouveau Boba Empire, grâce aux nouvelles cartes de commandement du Boba Rebelle, a pris un Ah. up de fou. Ouais. Parce qu'il a accès à des cartes de com qui sont juste démoniaques en Empire. Tu vois, typiquement, tu rajoutes encore un dé noir sur un tir de T21 APK, tu te retrouves à acheter 3 noirs de blanc. Tu fais ça avec tes 3 forts, tu commences à casser les bonbons. Des snipers qui tirent à 3 dés noirs, c'est pareil. Enfin, tu vois, ça pipe 3, il peut faire des dégâts, des ravages. Encore une fois, tu vois, sur une armée gunline, ça commence à être très très pénible pour l'adversaire. Mm. Après, t'as aussi, on l'a dit, les doubacs, les motojets. Alors voilà, ouais. Mm. Alors en fait, les dewbacks, si tu veux, c'est effectivement, donc là on est plus dans le support, donc les motos, les dewbacks Mm. et les e-web. Les dewbacks étaient effectivement très intéressants. Alors je dis pas qu'ils sont plus intéressants, c'est simplement qu'ils ont pris un dégât collatéral Mm. sur deux aspects, c'est qu'en fait la ténacité a augmenté de prix. Donc bon, si ce n'est que 2 points, mais dès que tu commences à les jouer par 2 par 3, bon bah ça fait 4 et 6 points en plus. Au-delà de ça, la méta, à cause des Dark Troopers, bah, tout le monde s'est blindé d'armes impact. Mm. Faut savoir que les dewbacks, ils ont armure 1, donc en fait, en règle générale, tu vas commencer à les tartiner très vite parce qu'il y a toutes les listes qui vont être en mesure de leur faire du dégât. Donc c'est pour ça qu'en fait, et puis comme ils sont sujets à la suppression, bah, si t'as pas un Vador ou t'as pas des tricks pour gérer la suppression des dewbacks, ils vont vite perdre une action, voire se retrouver à paniquer, parce que bon, étant donné que eux ils se peur, donc tu sais, ils prennent une suppression pour aller plus vite. Donc si tu veux, il y a tout un problème de gestion de Ouais. suppression avec les dewbacks qu'il faut réussir à gérer. Mais quand en face, en plus, tu as des listes qui sont faites pour leur tirer dessus, et eux, ils bénéficient très rarement des couverts, donc ils demandent vraiment, vraiment, vraiment un style de jeu très, très pointu pour arriver à les exploiter correctement. L'écart de commandement Pip 2 de Vador qui va te permettre de les projeter très rapidement, c'est un petit peu ça l'idée, quoi. Ou alors tu mets des gardes rouges à côté pour essayer de préserver leur point de vie le temps qu'ils arrivent ou qu'ils impactent, et que tu voilà, un Vador commandant pour qu'ils aient pas de problème avec la suppression. Enfin, c'est des exemples si tu veux. Mais c'est vrai qu'ils subissent un peu les dégâts collatéraux de ça. Les motos, bah, il n'y a pas de sujet en Blizzard Force par 4, c'était Mhm. juste Monstrueux. immonde. Tu peux effectivement sans Blizzard Force partir sur les 3 motos. Encore une fois avec Virs en plus, qui a une carte de commandement qui est axée sur les motos. Donc tu as des trucs à faire qui sont sympas. Donc les motos, oui, c'est une très bonne idée. Après, encore une fois, c'est un style de jeu. Parce que là, tu vas essayer d'aller chercher les scénarios qui vont bien pour mettre en avant tes motos.
Mais ça te permet aussi de répondre, effectivement, tu vois, comme on disait tout à l'heure, si tu te prends des listes qui sont faites pour des bons big runs, des percées, si toi, tu as trois motos aussi, tu commences à être prêt à répondre à ça. Donc ça te permet de rendre ta gunline plus polyvalente, si tu veux. Hmm. Donc les motos sont très intéressantes. Les web qui ont une baisse de points, là, justement, avec la dernière mage, gros point d'interrogation. Ouais, C'est c'est une faiblard unité quand qui même, a, hein. ouais, Ouais, ça tombe vite, hein. c'est Hmm. faiblard. Hmm. C'est ça. Et c'est pareil, c'est du statique, ça prend pas les objectifs. Enfin, quand je dis ça prend pas les objectifs, ça veut pas prendre les caisses, pas saboter des vapos. Donc ça commence à te des problèmes sur ce genre d'objectifs. Et puis comme tu dis, ça a 4 points de vie en rouge. Hmm. Ça tire KP3, c'est la problématique. Hmm. Ouais, j'en ai testé une il y a pas longtemps et elle a pas eu le temps de faire Ouais. grand-chose. Non, Ouais, mais je pense que si tu veux les jouer, il faut les jouer par deux, par trois minimum. ouais. Tu vois, t'as peut-être un combo à faire avec les shorts, parce que les shorts, ils donnent un emplacement trooper. Donc limite, tu prends pas de mortier, tu prends trois shorts, trois e-web. À voir, mais tu perds ce côté longue distance. Hmm. Donc même s'ils ont une attente à portée 3 ça peut être chiant, parce qu'ils ont un beau pool quand même, tu sais, de base, ils vont 5D Surtout sur avec 20 la crits. carte là, t'as une carte qui permet justement de Ouais, booster. Hmm. c'est ça, hein. Soit de rajouter deux dés blancs suppressifs, soit de rajouter un dé noir pour avoir un pacte. Donc si tu veux, ils sont quand même assez Hmm. polyvalents, mais effectivement, l'adversaire, la portée 3 ça fait que le mec en face, il peut décider d'en focus une, tu perds une activation. Enfin, ils sont obligés de s'offrir à un moment, Hmm. ce qui est compliqué à jouer. Ouais, surtout bah, si en face il y a des snipers, c'est facile de faire tomber les web et une activation en moins. C'est Enfin, ça, ouais, voilà. encore une fois, c'est une question de maîtrise. Si la personne en face sait bien l'exploiter, tant mieux. Mais Hmm. si c'est pour un débutant pour faire une liste plutôt cool, ça peut être problématique à prendre en main. C'est compliqué, ouais. Ok, bah justement, on parle des unités trop chères ou peu efficaces selon toi. Donc, on t'en a vite fait un petit peu expliquer certaines, donc notamment la e-web qui est Hmm. pas forcément la plus rentable. Est-ce que tu en as d'autres? Alors, tu as parlé de Krennic, Bossk, t'en penses quoi? Bosque, il est toujours très fort. Non, non, D'accord. Bosque est toujours très fort. C'est pour ça que je disais dans les agents, ça reste un très très bon agent. Qu'est-ce qu'on va avoir? Je pense que les scouts en équipe complète Ouais. restent, même s'ils ont baissé de points, restent trop fragiles. Et en plus, encore une fois, ça te prend un slot d'élite, là où tu as peut-être envie de prendre autre chose. Donc là, tu les vois en rémanente, ça devient intéressant parce qu'ils passent en choix de troupe dans cette Battle Force-là. Mhm. Mais hors Battle Force rémanente, pour moi, non, c'est une unité qui est trop trop fragile. Même les mines? Euh, voilà, même ceux avec les mines. Ouais. Alors les mines, c'était super cool parce que c'est suppressif à une époque, Mhm. mais c'est toujours pareil, c'est que c'est une unité de deux personnages qui va... Et en plus, maintenant, avec la nouvelle règle où tu enlèves celui qui est caché, donc leur durée de vie, je t'explique même pas, quand ça Mhm. commence à rentrer en centre de table, ça va se faire sauter trop trop vite. Donc les scouts, globalement, à part les snipers, moi je suis pas fan, je vois pas Mhm. de possibilité avec eux de faire des trucs. Les Dewback, bah voilà, ils ont pris un petit peu un coup, comme je t'avais dit, c'est Ouais. dommage parce que ça reste une unité intéressante. La latte, je suis mitigé aussi parce que tu vois, typiquement, il faut une liste vraiment très très orientée, comme ils faisaient avec un Vador agent dedans qui va tout de suite aller. Mais la latte, globalement, en Empire, tu sais pas trop quoi mettre dedans. Mhm. Donc voilà, c'est une unité que je trouve pas excessivement bien en Empire, même s'il y a toujours des trucs à faire avec, mais voilà, je pense elle a pas beaucoup d'impact. En termes de commandant, oui, on avait parlé de Krennic qui a perdu un peu de sa verve, Euh, mais voilà, globalement, pour Palpatine moi, c'est ça peut-être? les unités que... Ah oui, Palpatine. Alors Palpatine, il y a des très bons joueurs Palpatine, hein. D'ailleurs, je fais une petite Ouais. dédicace à Vorapung, qui le joue très très bien. Alors lui, voilà, c'est un personnage qui le fait qu'il ait ce côté suicide sur sa pipe 1, c'est un personnage qui va demander beaucoup, beaucoup de skill. Il est super cool avec une lunette parce qu'il refait tirer les potes autour, il les refait bouger, etc. Mais il demande qu'il soit joué avec une garde rouge. Donc, franchement, il est cool. Mais alors, lui, c'est au niveau plus alors, lui, par contre, il faut un joueur très, très patient et avec du sang-froid pour jouer Palpatine parce que si tu commences à l'exposer, il va mourir trop, trop vite. Alors que lui, c'est un suicidaire qui va sortir T5, T6 pour te faire gagner une partie, si tu veux. Ouais. Donc c'est un personnage qui est voilà, très compliqué à jouer parce qu'il est très, voire trop prudent. Enfin, faut être très, très patient pour savoir quand est-ce que tu sors Palpatine. Et le problème un petit peu, c'est que si jamais pour X raison il est obligé de sortir trop tôt, bah, tu risques de perdre ta pièce maîtresse tout de suite. Donc faut être prêt quand même derrière à tenir toute une game. Alors normalement, quand il sort, il fait les dégâts suffisants, hein. Mais si jamais ça ne passe pas, bah derrière, t'as plus rien, quoi. Ouais. Donc c'est un personnage qui est, ouais. Compliqué. Et justement, alors là, pareil, moi je fais une dédicace à Allumette. Le TX, le char, il aime beaucoup ce petit char-là. Ouais. C'est trop cher ou ça vaut plus le coup? Bah ouais, enfin après encore une fois, hein, tu peux de temps en temps trouver un petit truc marrant à faire Mhm. avec, mais si tu veux, c'est une figurine qui subit deux gros problèmes. Bon, déjà le coup en point pour ce que ça fait,
C'est-à-dire que, à part transporter une bonne unité dedans, bah, Mhm. puissance de feu, je veux bien, mais bon, ça reste quand même entre les couverts lourds et compagnie, c'est pas ce qu'il y a de plus fou. Et aussi le fait que, comme c'est un véhicule terrestre, tu peux sur certaines maps te retrouver très rapidement un petit peu bloqué dans tes Ouais. mouvements et ainsi de suite. Donc c'est pas, en plus, il a point faible sur les côtés. Enfin, c'est comparé à certains autres chars en face, il a ni la grosse puissance de feu, ni la grosse résistance. Et il t'apporte juste le côté transport qui est cool. Mais encore une fois, en Empire, t'as pas forcément envie d'emmener trop vite une unité devant. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. En Empire, c'est plutôt tout le monde y va. C'est un peu aussi mode rouleau compresseur. C'est quand on avance tous les uns à côté des autres, et on envoie la pâtée de murs de feu et on essaie de faire fondre l'adversaire. Quand on voit un mec tout seul, un petit peu comme l'histoire du Vador Agent dans la latte, hein, qui est un peu Mhm. inspiré de ça, sauf que la latte, là, pour le coup, elle passe au-dessus des décors et elle va directement là où t'as envie qu'elle aille, qu'il aille Vador. Oui, là, c'est un côté disruptif où tu mets un Vador, le temps qu'il s'en occupe, toi, le reste de ton armée fait le job. Donc, c'est un côté un petit peu, tu vois, déviation, quoi. Mhm. Comment on dit, tirer l'attention à côté, tu vois, de manière à ce que ton armée fasse le job. Le TX, lui, il a ce côté Mhm. où il est moins rapide qu'une latte, moins il se déplace moins bien. Et ouais, non, moi, TX, je trouve pas de liste super intéressante avec lui. Ouais, bon bah désolé Allumette, mais il va falloir revendre ta figurine. Je suis preneur, si t'es intéressé, je peux te la racheter à pas cher. Ça marche. Euh, Ouais. donc les listes les plus fréquentes, alors sans forcément rentrer dans les détails purs, mais on va dire les trois listes les plus fréquentes que tu vois le plus en Empire. Donc la Blizzard Force, hein, je me doute que c'est Mm, celle qu'on voit le plus. mm. Euh, alors maintenant c'est un peu Ah, moins le cas, mais les Dubak peut-être c'était le cas, et encore une fois Vador avec ouais. les Dubak. Et t'as quoi d'autre? Là, aujourd'hui, il y a les listes double Dark Trooper, hein, qui, Mhm. encore une fois, même si elles ont pris des points, restent très très fortes. Aujourd'hui, elles tournent entre 7 et 8 activations de base, mais comme les Dark Troopers s'activent deux fois, tu peux considérer qu'on est sur des listes à 9 voire 10 activations, puisqu'ils s'activent deux fois. Donc, les Dark Troopers sont des listes double Dark Trooper, donc on voit beaucoup. Effectivement, la Blizzard Force, bon là, quid de ce qui s'est passé, donc est-ce qu'on en verra autant, je sais pas. Par contre, on a beaucoup de listes aujourd'hui qui sortent en double bounty que je vois régulièrement, donc surtout avec Boba en base, parce que Boba, encore une fois, il a des cartes vraiment très très intéressantes en Empire, et il permet de buffer autour de lui toute la liste. D'ailleurs, le champion du monde actuel a gagné avec une liste Boba IG à 12 activations. Il y a aussi un trick, hein, c'est qu'aujourd'hui en Empire, tu peux très facilement monter aujourd'hui, quand tu joues pas de gros perso comme Vador, à Mhm. 11 voire 12 activations, qui était quasiment impossible il y a quelques années au niveau de l'Empire. Donc là, Mhm. tu peux quand même proposer des listes assez populeuses. Voilà, donc oui, aujourd'hui, je te dirais, tu as les double bounty, tu as la Blizzard, mais à voir si elle va vraiment survivre. Tu as les listes, effectivement, double Dark Trooper. On va dire c'est ce qu'on retrouve beaucoup en compétitif. Et après, bah, comme je te disais au début de la vidéo, c'est que tu as aussi en Empire des possibilités de faire plein de listes Plein cool. de trucs, ouais. Voilà, donc les Dewback Vador sont pas totalement morts, hein, mais c'est qu'aujourd'hui, je te dis, C'est les maintenant mis Dewback de souffrent côté, un ouais. petit peu. Mhm. Ok. Souffrent un peu, en fait. Les cartes à éviter en scénario, déploiement et conditions. Donc là, au moment de choisir le deck de bataille, forcément, je me doute que si t'as Vador dans ta liste, bon, les otages, c'est intéressant. Ouais, c'est Un ça. peu moins si tu joues que de la gunline et qu'en face, bah, enfin, et que tu joues Général Virse, tu vas pas prendre les otages, je pense. Euh, Euh, ouais. Ça dépend, ouais, Vador, même en gunline, va surpasser Général Vir sur ça. Parce qu'il y a tout simplement à cause des forces push et compagnie, mais j'entends, ouais. Ce sera plus effectivement sur des listes très rentre dedans, quand t'es en gunline, quand t'as une liste très rentre dedans, comment gérer. C'est plus ce côté-là. d'accord. Donc voilà, quelles sont les cartes pour toi de scénario à éviter quand tu joues Empire et selon un petit peu le style de ta liste? Bah, si tu veux, jusqu'à présent, en tout cas jusqu'à l'arrivée de la Blizzard Force, en Empire, on n'aimait pas du tout les scénarios type percée, Mhm. bombing run, tout simplement parce qu'on avait justement pas de mobilité, parce que les motos étaient pas beaucoup jouées hein, à ce moment-là, même si, comme tu disais tout à l'heure, aujourd'hui, tu peux réfléchir à des listes où tu fous trois motos, histoire de pouvoir répondre à ce genre de scénario, mais ça t'enlève forcément de la puissance de ta gunline. Donc c'est un choix voilà, qu'il faut essayer de doser, mais globalement, t'aimais pas. Percée, bombing run, c'était des choses que t'aimais pas comme scénario t'essaies d'éviter au maximum. Qui plus est, aujourd'hui, avec la Blizzard Force, donc tu pouvais répondre à ça, mais la Blizzard Force aussi, du coup, n'aimait pas les scénarios qu'aujourd'hui en Gunline Empire que t'aimes bien, type interception de transmission
où tu vas devoir avoir beaucoup de body pour aller prendre l'objectif du centre, tu es capable de le faire. En plus, voilà, avec du dérouge, tu peux tenir un petit peu. Les positions clés avec Vador et donc une grosse gunline, tu peux attritionner le mec pendant 4 5 6 tours avant la fin de la partie. Donc tu vois, tu avais des scénarios qui sont quand même cool, que tu aimes bien. Les Vapos, donc maintenant c'est un petit peu changé puisque le joueur rouge prend l'avantage sur Vapo. Donc ça reste quand même un scénario où dans l'attrition, tu peux gérer, même si en Empire, quand tu fais des grosses listes gunline, tu as des actifs fragiles, il faut faire attention. Donc, tu avais, en gros, pour moi, les scénarios qu'il fallait éviter, c'était percer, bombing run. Si tu as la Blizzard Force, c'est l'inverse. C'est ce que tu veux. Et du coup, tu aimeras moins les scénarios où il y a que les piétons qui comptent, tout simplement. Ok. Voilà un petit peu comme ça, en premier abord. Bien évidemment, avec Vador, Otage, t'es content. Quand t'as pas Vador, t'aimes pas Otage. Ouais. Tu vois, tout simplement, si t'as pas de porteur de sabre, tu vas l'éviter aussi, puisque là, tu vas te retrouver un peu dans la panade. Donc, c'est ça. Globalement, c'est ça. Ok. Les cartes de déploiement et de conditions, est-ce que tu en as certaines vraiment où l'Empire aime pas trop ou ça va encore? Bah, Ça dépend du style après, ouais. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si tu joues sur une gunline, bien évidemment que Emedine, tous les déploiements proches, tu les fuis comme la peste. Mm, Parce que t'as pas envie que un mec en général qui a ça dans son deck, c'est il veut te rentrer dedans. mm. Et donc, il veut réduire les distances de contact. Donc, toi, ton but, c'est vraiment de rester, et encore une fois, comme je disais au début, d'exploiter à fond ta P4, P5. Si le mec rentre tout de suite P3, P2 ou te rentre carrément en contact, Mm. quand t'as une gunline, ça pue. Compliqué. Mm. C'est que t'es très mal parti. Donc, effectivement, sur les déploiements, tu vas toujours chercher les déploiements les plus éloignés. Tout simplement comme on disait. Après, effectivement, si tu joues du Vador Dubak, là, tu peux accepter des déploiements un peu plus proches et lui faire peser une contre-menace. Même si, comme je te disais au début, à moins d'avoir une liste vraiment avec trois Dubak, Vador, potentiellement une garde rouge, mais du coup, derrière, il te reste plus grand-chose. T'as pas de liste, je pense, quand tu vas affronter en face, tu vois, par exemple, la liste Full Black Sun qu'on avait vu en finale des Worlds, Mm, des mecs qui tirent à P2 de manière démoniaque, ou si tu te prends des doubles mm. sites en fat, type Maul, Assage, ou des Maniagardes et ainsi de suite, bah, si t'as pas suffisamment de contre, c'est compliqué. Donc globalement, c'est pour ça que je te disais que on n'a pas beaucoup d'outils à parler du bac pour gérer le corps à corps en face. Donc t'aimes pas trop les déploiements proches globalement, l'Empire. Ok, ça marche. Alors là, on a vu le vif du sujet, c'est fini. Maintenant, on va passer sur les conseils pour préparer un CF. Les conseils et comment on gère cela. Alors bon, forcément, tu vas nous donner tous les ingrédients possibles pour gagner un CF. Alors ça, j'en doute pas une seconde. Par commencer la préparation d'une liste, comment ou par quoi tu commences? Alors j'ai vu dans d'autres interviews que j'ai déjà fait précédemment sur les différents intervenants, il y en a ils construisent en fonction des decks de bataille carrément. Alors c'est un truc que moi j'ai Mm. découvert parce que moi je faisais pas en fonction des decks de bataille, moi je prenais par rapport Ouais. au commandant, par rapport aux cartes de commandement, mais pas par rapport aux cartes de bataille. Et du coup c'est une approche complètement différente. Est-ce que toi t'es du même avis ou tu préfères justement construire autour d'un commandant ou peut-être d'unités clés, genre les Dark Troopers, enfin je sais pas. Donc par où toi tu commences quand tu crées une liste? Alors en fait, je pense que, alors c'est mon Mhm. interprétation, hein, mais je pense que les gens qui construisent leur liste sur un build vont construire une liste où ils vont tout miser sur un style de jeu pour essayer de surprendre et de gagner Mhm. avec ça, en fait, tout simplement avec un beau T0 et tout de suite mettre l'adversaire dans la difficulté, et donc construire sa liste avec ça pour essayer d'avoir ce trick-là. Moi, j'aborde différemment, j'aborderai plus comme toi, parce qu'en fait, l'idée pour moi, c'est d'essayer d'être le plus polyvalent possible. J'essaie de construire une liste qui va essayer de répondre, alors même si ça devient de plus en plus compliqué, parce que tu as beaucoup de sorties, et beaucoup de nouvelles unités, beaucoup de listes différentes en face, pardon, c'est vrai que c'est compliqué de rester le plus polyvalent possible. Mais j'essaie en fait de réduire l'entonnoir des champs des possibles en me disant, voilà, mon armée peut répondre à au moins 80% des problématiques en face, et l'idée, ça va être de fuir pendant le T0 les 20% restantes. Si maintenant je prends quand même les 20% restantes, voilà, il va falloir que je me débrouille Ouais. autrement. Mais je pense que voilà, moi, mon idée, c'est plus d'essayer d'avoir la liste la plus solide et polyvalente possible que de faire le pari qui peut être gagnant. Hein. La preuve, enfin, je veux dire, la liste du dernier champion de France a surpris tout le monde. Parce que c'était une liste qui avait vraiment un style et il piquait très fort sur un truc. Il s'en est très bien sorti. Hein. La preuve, il a gagné comme ça. Mais ça reste pour moi des listes un peu moins polyvalentes, je pense, dans l'absolu, si tu tombes sur un counter dans le hasard de tes tirages. Donc moi, je préfère voilà, partir sur construire ma liste dans l'idée de répondre, mais toujours avec les decks de bataille par contre, c'est-à-dire de me Mhm. dire de réduire le maximum de l'impact du deck de bataille sur ma liste, en essayant de me dire ça je préfère, et au cas où j'ai ça ou ça, qu'est-ce que je dois éviter absolument? Voilà, tout simplement. Ok, ça marche. Là, on va parler de la boîte de base, ou Hmm. justement, sinon on peut aussi parler
de la Blizzard Force, mais bon, je pense qu'elle est déjà complète, mais plus de la boîte de base. Voilà, je suis un joueur débutant où j'ai acheté récemment la boîte de base avec la faction Empire. Euh, pour toi, quels sont les achats utiles pour compléter celle-ci, pour avoir une liste qui est, on va dire, compétitive, sans prétendre, bien sûr, à une finale, mais au moins se dire qu'elle peut dérouler, elle peut faire pas mal de parties et les gagner. Bah écoute, dans la boîte de base de mémoire, donc on a des Stormtroopers, Ouais, on a Vador, on a moto. Moto, c'est ça. Moi, je rajouterais déjà dans un tout premier temps bah, les add-ons, là, spécialistes Stormtrooper, tout simplement pour avoir Mhm. accès aux nouvelles armes. Sachant que ça va t'apporter des autres armes, ça va t'apporter les captains qui peuvent être intéressants pour booster les Stormtroopers parce que ça leur permet de gérer pendant un tour le moral. Donc il y a ça, ça serait en base. Ensuite, bah, comme je te disais, les Short Troopers, hein, je pense qu'il faut Ouais. minimum 2 boîtes de Short Troopers pour justement commencer à poser ta gunline. Je pense qu'il te faut aussi minimum 2 boîtes à 3 boîtes de scouts, parce qu'en fait, les snipers ne sont disponibles que dans les boîtes de scouts. Mm. Et je pense que déjà, avec ton Vador, bon, après un personnage, tu peux aller prendre voilà, un petit Virus ou une petite Aiden avec l'Inferno Squad à côté, enfin, tu vois, juste pour booster. Mm. Mais déjà, avec ça, t'es pas mal parce que t'as ton corps d'armée, t'as ton Vador éventuellement, donc tu peux comme prendre un officier ou... Ah oui, d'ailleurs, la boîte, pardon, des officiers est très intéressante à prendre parce que dedans, tu vas avoir le médic, l'officier, le petit astromech et l'officier de com, mais c'est surtout pour l'officier et les médics qui sont intéressants. Donc Mm. ça, 1 ou 2 boîtes de ça, ce serait cool. Et là, franchement, tu commences déjà à avoir une belle base où tu vas pouvoir avoir des options différentes de build et tout en ayant un bon cœur d'armée avec tes petites motos si tu as envie de jouer de la moto, des snipers, des chars et puis des bons commandants. Déjà, avec ça, je pense que t'es pas mal. Ouais, t'es pas mal pour peut-être pas gagner la finale, mais t'en rapprocher au maximum. Voilà. C'est ça, je pense que là, tu pars sur une Ok, bonne base en tout cas. ok. Et en parallèle, j'hésite entre la boîte de base ou la Blizzard Force. Le cœur balance Alors, pour toi. Même si ça a alors changé là depuis ces dernières semaines, mais en termes bah, de. la Bizarre Force, franchement, c'est en termes économiques, Hmm. c'est un super truc. Tu vois, parce que dedans, je crois que de mémoire, t'as 3 motos, J'avais fait t'as une vidéo, Vador, ouais, j'avais fait une vidéo ouais. là-dessus, et c'est vrai qu'il y avait il y avait des blitz, enfin pas les blitz, enfin les start collecting qui étaient plus Mm, intéressantes selon les factions. Il y en a qui c'est n'avaient ça. pas trop de gagne, et t'en as, c'était monstrueux, t'avais une belle économie. Voilà. Par contre, ce que je trouve un peu dommage, bah, c'est que t'as que des snows. Hmm. Et, euh, et de faire un build complet de full snow en termes de base d'armée, c'est pour moi un peu compliqué. Ok. C'est ça que je trouve un peu dommage. Tout le reste de la boîte est vraiment cool, le TRTT, tout ce que tu veux. Enfin, franchement, tu t'éclates. Mais juste d'avoir que des snows, j'aurais aimé, par Hmm. exemple, qu'ils te foutent 2 snows, parce qu'il y en a 4, je crois, donc ils te foutent 2 snows de storm. Ça aurait été un peu plus cool. Le fait d'avoir 4 snows, ça va vite te limiter. Enfin, sauf si tu veux Hmm. partir en full snow, mais encore une fois, le problème des snows, si tu veux, c'est que les armes lourdes qu'ils ont, c'est soit le flammeur à portée 1, soit le you. Hmm. Donc, à part les jouer à poil, sinon ça va être compliqué. Ouais. Ouais, ça manque d'une sortie d'une boîte extension d'armes lourdes spéciale Snow. Pour les snows, Hmm. ouais, ce serait Avec ça. une Ouais. arme Vous avez des de armes plus tir. cool. Ouais. Mm. Ok. Là, on va parler plus d'entraînement. Alors, c'est vrai que ça va approcher très vite hein, pour ceux qui sont en train déjà de se pencher sur les listes. Combien de Mhm. parties d'entraînement, toi, tu préconises avant un événement comme le CF? Est-ce que tu es du genre à dire ouais, il faut une vingtaine de parties ou juste quelques parties une fois qu'on a trouvé notre liste? Enfin, comment toi, tu pourrais estimer ça? Alors moi personnellement déjà pour une question de temps, je sais que je pourrais pas en faire des Hmm. dizaines. Enfin voilà, ça Alors par contre encore une fois je te disais moi j'ai la chance de pouvoir jouer sur TTS et de faire des compétitions en Ouais. ce moment donc ça me permet d'avoir un petit peu ma salle d'entraînement. Mais moi ce que je préconiserais effectivement c'est une fois qu'on a une idée de sa liste, il faut absolument la tester. Aller entre 3 et 5 fois minimum, Hmm. ne serait-ce que pour sur le réel, sur le champ de bataille, se rendre compte des choses qu'on n'a pas vues. Parce qu'en fait, quand on monte une liste, on se dit, voilà, mon idée, c'est ça, 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 ça. Et en fait, bah, c'est tout l'intérêt et tout le kiff de ce jeu, c'est que bah, tu vas te retrouver dans des situations que tu n'avais pas prévues et savoir ton armée, est-ce qu'elle est capable de répondre à ces situations-là. Et en fait, à l'issue d'une partie que tu as perdue ou même gagnée difficilement, te dire, ah ouais, ça, je vais peut-être pouvoir optimiser ça ou peut-être ça sert à rien, du coup, je change ça. Et en fait, c'est ça qui va être pour moi ce 3 à 5 parties qui va te permettre vraiment de peaufiner ta liste pour arriver sur un truc qui tourne vraiment bien, en tout cas comme tu le veux. Mais ça, vraiment, quel que soit votre choix de liste, il faut qu'il passe l'épreuve du feu et tout simplement de tester minimum entre 3 et 5 fois et idéalement,
avec plusieurs factions différentes en face. Parce que tu vas te retrouver avec des problématiques en rebelle que tu n'auras pas en CSI ou inversement ou en clone, ou etc. Ok. Et la question, la cloque. La cloque, Ouais. un outil qui fait beaucoup peur à beaucoup de personnes, hein. C'est vrai que quand t'as pas l'habitude, faut la gérer, ça amène du stress, ça amène une panique générale quand on n'a pas l'habitude d'avoir un timing vraiment adapté. Alors moi j'ai eu la confirmation, mais c'était le cas par rapport à l'année dernière, mais j'avais pas vu parce que j'y étais pas. La cloque, c'est pour tout le monde, pour le CF. Mm. Donc ce n'était pas Mm. le cas il y a 2 ans, c'était seulement pour Un top 8. le top 8. Donc voilà, comment tu préconises les entraînements avec ce genre d'outils, les conseils, ce genre de choses pour être prêt le jour J à gérer la cloque? Bah, tout simplement, déjà, faut la mettre en place le plus tôt possible à la Ouais. maison quand vous jouez. Faut très rapidement, enfin là, même une game d'entraînement. Et encore une fois, même si vous l'oubliez, c'est pas grave. L'idée, c'est de commencer à prendre le réflexe. Parce qu'en fait, le vrai Mhm. réflexe qui va se poser, enfin la vraie problématique, si tu veux, de la cloque, c'est au-delà du stress qu'elle t'apporte, c'est surtout de penser à taper à chaque fois en fin d'activation sur ta cloque. Et souvent, quand la partie commence à devenir intense et que ton cerveau part dans tous les sens pour analyser toutes les situations possibles, etc., bah c'est là où tu as tendance à jouer ton truc et tu es tellement dans la projection de l'acti d'après ou du tour d'après que tu oublies d'appuyer. Et c'est ça qui est compliqué, ou d'arriver à gérer son temps en se disant, là, je perds trop de temps sur cette réflexion. Et donc, moi, je conseillerais effectivement de jouer le plus vite possible avec, déjà pour commencer à l'amadouer, et aussi dans la partie d'essayer, autant que faire se peut, de jouer les actis sur lesquels tu te poses le moins de questions. Ça Mhm. va te permettre de gagner du temps. Ça, je sais qu'elle, de toute façon, elle va viser, tirer, boum, c'est réglé, je vise, je tire, je jette les dés, je tape. Comme ça me permet, moi, ensuite, pendant que l'adversaire joue, de réfléchir éventuellement à l'acti qui, elle, va me demander le plus de temps de réflexion. Et surtout de gagner du temps sur tout ce qui, de toutes les façons, est obvious. Ils feront pas autre chose que ça. Donc, ça te permet de les jouer le plus rapidement possible. Ok. Euh, T'as parlé un petit peu vite fait de l'aspect psychologique par rapport au stress, donc je l'ai dit aussi. Mm. Mais forcément, un événement comme celui-ci, donc un championnat de France, alors bien sûr, quand tu arrives dans un stade de finale et que bon, quand tu la gagnes, c'est bien, mais quand tu la perds à cause du stress, c'est pas forcément mieux. Mm. Comment toi tu te prépares psychologiquement et physiquement aussi, parce que ça c'est aussi important le physique à un tournoi comme celui-ci, parce que c'est vrai qu'on enchaîne des parties, il y a pas mal de parties, il y a le fait que bah, forcément il y a la réflexion, il y a l'usure physique, comment tu Mm. les conseils et comment tu prépares ça toi? Alors déjà, un petit conseil qui va te paraître bizarre, mais le premier conseil, moi, c'est acheter de très bonnes Air Max, ou en tout cas des chaussures avec une bulle d'air ou un truc qui est... Parce que le talon, je peux t'assurer qu'en fin de journée, tes talons, ils sont en feu quand tu es sur des petites semelles plates. Donc pour le premier confort, je pense qu'il faut en tout cas des chaussures avec une bonne semelle, de manière en fait à toute la journée, comme en fait on piétine autour d'une table et on va piétiner comme ça de 8 heures jusqu'à 22 heures. Parce qu'en fait l'idéal c'est d'arriver à s'asseoir. Alors moi perso je sais que j'y arrive pas, je vais m'asseoir pendant les 15-20 premières minutes et après je vais devoir me lever, me mettre sur la table, réfléchir, voire Hmm. prendre de la hauteur. Donc, bizarrement, les chaussures, c'est un truc qui est très très important. C'est la première chose à laquelle je pense à chaque fois que je vais à un tournoi physique, c'est d'avoir des bonnes chaussures parce que j'ai trop eu la mauvaise expérience d'avoir très très mal au talon et que ça tire après dans les jambes et c'est compliqué parce que ça t'apporte du coup une fatigue supplémentaire. Au niveau psychologique, comment aborder ça? Bah, ça, j'ai envie de te dire, c'est à tout à chacun. Tu vois, moi, par exemple, je serais le premier à dire il faut très bien dormir la veille parce qu'on va prendre une grosse journée demain. Sauf que franchement, je vais pas te mentir, j'ai jamais dormi plus de 3-4 heures avant un CF parce que toute la nuit, je tourne dans mon lit. Est-ce que j'ai bien fait ça? Est-ce que ça, je vais. Et si je joue ça? Et si je joue ça? Et si je joue Ouais. ça? Donc, le matin, ça pique et je suis dedans. Après, bon, l'adrénaline fait que j'arrive à tenir la journée. Mais souvent, en plus, quand tu fais top 8 bah, t'as pas beaucoup de temps pour dormir et repartir le lendemain sur l'event. Donc, faut essayer de bien dormir. Après, comme avait dit Kintara, effectivement, il faut bah, déjà l'eau, c'est la base. Effectivement, un peu de sucre parce que le cerveau, dans ces moments-là, il consomme beaucoup, beaucoup de sucre. Donc, avoir effectivement des petits trucs à grignoter, de l'eau. Et psychologiquement, bah écoutez, il n'y a rien de mieux que de prendre les parties une par une, parce que dans tous les cas, ça sert à rien de se projeter trop loin. Faut prendre la partie qu'on a devant soi, se focus là-dessus et toujours voir, analyser, essayer de voir de la gagner pour ensuite passer à la suivante et tac, tac, tac. Ne pas trop prendre l'aspect global, euh, parce que ça peut te faire un petit effet tunnel où tu commences à paniquer ou à faire n'importe quoi. Faut rester serein, zen. C'est cette partie que je joue et on verra la suite.
Ok, je suis passé, je suis dans le top 8, très bien. Bon, bah, c'est super. Maintenant, c'est la prochaine game. Je me vois pas encore en finale ni ceci. Moi, l'objectif, c'est gagner game par game, step by step. Tu vois, je pense que déjà, ça te permet de t'enlever une certaine pression. Mm. Ouais, ouais, et puis ça serait aussi une déception psychologique où bah, finalement tu te voyais trop haut et pendant une partie tu commences à voir que tu es dans le mal et du coup ça te met un Ça te fait stress, paniquer. ouais, ça te fait paniquer et c'est là où tu fais des erreurs supplémentaires. Donc Exactement, c'est ça. je suis d'accord, ouais. Ok. Bon, Mm. une petite C'est dernière. c'est une petite technique pour, voilà, essayer Ouais, juste d'enlever la pression, quoi. ouais, après c'est pas évident, hein, et puis c'est. Mm. Je pense Mais c'est pour ça que. que je te disais que ça dépend de tout un chacun, parce que tu Mm, as des gens vis-à-vis de la pression qui vont avoir tendance à s'énerver, d'autres qui vont avoir tendance à perdre leurs moyens, d'autres au contraire, ça peut les galvaniser et les rendre encore meilleurs. Donc mm, tu vois, c'est ouais. chacun. C'est pour ça que conseil globalement, c'est difficile. Et pendant Voilà. justement entre les pauses ou chaque partie, si tu as du temps, est-ce que tu es plutôt du Mm. genre à aller zioter un petit peu ce que font les autres ou au contraire Non, tu non. te reposes, tu essaies de recharger les batteries? Ouais. Ouais, c'est ça, moi je reste dans ma bulle en fait. En fait, j'analyse la partie qui vient de se passer et en règle générale, ça m'arrive très très rarement d'aller regarder d'autres parties. Souvent, je sors prendre l'air, je coupe Mm, entre les parties avec le temps que j'ai avant de repartir sur l'autre parce qu'effectivement, déjà, souvent, tu vois, le temps est très court. mm, Donc si tu commences enfin après, voilà, moi en plus, voilà, particulièrement, je préfère sortir. Je préfère sortir, prendre l'air, sortir du truc, revenir ensuite dans la prochaine partie. Parce que voilà, comme on l'avait dit aussi, il y a plein de petits trucs pour essayer de gagner du temps. Parce que ça aussi, ça fait partie de la gestion de l'événement. C'est d'avoir tous ces petits trucs pour avoir un plateau de jeu, tes figurines, tu vois, enfin, essayer à la fin de chaque partie de pouvoir ramasser très vite ton stuff, de tout ranger, mettre sur ton plateau de jeu, de manière à ce que quand tu changes de table, tu perds le moins de temps possible, et quand tu te redéploies ou quand tu recommences une partie, justement, d'avoir le moins de temps, de perdre le moins de temps possible, c'est important. ouais. Alors justement là tu bascules sur la dernière des questions. Comment Ok. prépares-tu ton matériel et les choses importantes à ne pas oublier et puis les petites astuces voilà alors soit pour la préparation avant, soit justement bah, pendant pour organiser ta partie, ou justement entre chaque partie pour pouvoir déplacer facilement les figurines d'une table à une autre. Bah, moi, je dis, voilà, le plateau de jeu, c'est la base, Ouais, hein. Ça, de toute façon, il est même distribué au CF. Moi, l'idée, c'est que tout rentre sur mon plateau de jeu. Voilà. ok. En début de journée, j'arrive avec mon sac, voilà, je débarque tout, je mets tout dans mon plateau de jeu, les dés, les réglettes, les cartes de commandement, les cartes de battle deck, etc., les cartes, tout le nécessaire pour ma liste. C'est posé dans le plateau. Et l'idée, c'est encore une fois, à la fin de chaque partie, donc j'ai mes petits sachets, hein, sachets pour les dés, sachets pour les cartes et tout. Et l'idée d'avoir aussi à côté de moi, bah, tu sais, les Hmm, petits objectifs, les petites caisses ou les petits vapos si on en a besoin dans la partie. Donc ça, j'ai toujours ça. Effectivement, on en avait discuté avant la vidéo, mais tu vois, typiquement, le petit bâtonnet de colle, ouais, ça, très c'est bien. un truc qui est très important à avoir parce que les casses, il y en a toujours. Hmm, Tu fais tomber une figue, tu décolles une figue. Ça, c'est cool parce que si tu commences à stresser, putain, j'ai pas la figue, faut que je trouve comment je vais faire, là, je vais jouer qu'avec un socle. Enfin, hop, 2 points de colle, on a réglé le problème, on déstresse. Ça, c'est hyper cool. Effectivement, tout le matériel type laser, parce hmm, que bon, maintenant, il est un petit peu moins quand même usité parce que les nouvelles règles de couleur ont changé. Mais ça, c'était cool à avoir. Les silhouettes, ça, je vous dis, les gars, pensez-y parce que si on n'a pas de silhouette, ça va vraiment être un bordel parce que il y a beaucoup en tout cas, dans les parties compétitives comme ça, les silhouettes deviennent importantes. Donc avoir effectivement tout son petit équipement, tout ça, ça tient sur le plateau de jeu. Et l'idée, bah, c'est que tu puisses te déplacer très rapidement d'une table à une autre. Et à la fin de chaque partie, je conseille même pendant qu'on débriefe avec son adversaire de commencer à ranger rapidement pour que son plateau soit disponible. Et du coup, même si tu veux discuter ou aller regarder d'autres parties, en tout cas, ton stuff est prêt pour la round suivante. Tu es prêt à y aller. ok. Voilà. T'as des petites mémos, des petits trucs. Est-ce que tu fais partie de ces personnes-là qui retiennent jamais, tu sais, là, les. Alors attends, je l'ai sous la main, mais pour Ouais. les véhicules, là, tu sais, les dégâts, ce genre de choses où tu connais par Ah cœur. non, 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 je ça. connais par cœur. Depuis le Ah temps, je bon, t'avoue, je connais par cœur. ok, Voilà, ok. c'est vrai que ça, je l'ai retenu. C'est vrai que tu sais, tout le monde, il y a énormément de gens, même en ultra compétitif, les 3 dégâts des véhicules, Hmm. on oublie tout le temps. Moi, je t'avoue que c'est un truc que je me suis rentré dans la tête très rapidement parce que j'en avais marre de chercher à chaque fois dans le livre de règles à chaque partie qu'on faisait à la maison. C'est du gain de Et du temps. coup, c'est Hmm. bon. Voilà, c'est ça. Et ça va, je les connais. Après, honnêtement,
après aussi, voilà, moi j'ai eu la chance de commencer le jeu dès le début. Mm. Donc, si tu veux, tous les persos, les cartes de commandement, j'ai pu les jouer tout au long des 5 années. Donc, aujourd'hui, même si des fois je fais des petits refreshs, et ben ça, tu vois, typiquement, c'est un petit conseil aussi, c'est de faire un refresh la veille ou les quelques jours avant le CF, d'un petit peu de regarder tous les persos, toutes les cartes de commandement, surtout ceux qui sont joués en ce moment, pour te dire, ok, ça, il peut jouer telle carte de commandement, etc. Se faire un petit refresh sur ça. Mm. Ça peut être cool pour se préparer aussi psychologiquement, surtout vis-à-vis de l'adversité. Mais c'est vrai que globalement, non, moi, j'ai pas trop de penses bêtes. C'est pour ça que tu vois, je dors à 3 heures du matin la veille d'un CF parce que j'essaie de me rappeler tout ça avant la journée du lendemain. Donc, je me fais mon mémo tout seul. Ok. Eh ben écoute, c'est pas mal. Je crois qu'on a vu beaucoup de choses. Ouais, Je pense qu'on n'a rien ouais, oublié. En tout cas, bah, c'est cool et merci de ta part d'avoir avec grand plaisir. participé à ce partage. J'espère Ouais, que les conseils vont être utiles pour tous. Alors j'espère aussi. non pas pour battre Safsouf, hein, parce que il espère pouvoir retrouver sa place de numéro J'espère, un. j'espère. En tout cas, bon, j'espère pour toi que tu feras un super tournoi. On se verra là-bas. C'est gentil. Ouais, On se verra là-bas, ça va être cool. Et puis merci encore. bah, avec Euh, grand plaisir, Flo. et Merci à ben, toi. bah merci. Et ben écoutez, n'hésitez pas du coup les amis à liker, partager la vidéo, c'est important pour le référencement. Vous pouvez aussi commenter, lâcher un petit pourboire sur le Tipeee si vous le souhaitez pour soutenir le projet. Et puis quant à nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao, bye bye. Ciao.